Et bonjour à tous, bienvenue sur l'OM au Café. Ce matin, nouvelle émission, vous en avez de l'habitude, c'est votre rendez-vous quotidien. Ce matin, pas de Romain qui est encore en vacances, que je salue d'ailleurs. Et Slim qui est en repos, que je salue également, qui a bien mérité ses petits jours de repos. Donc c'est moi ce matin qui vais présenter cette émission. Beau programme en perspective, beaucoup d'actualités. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire la une de l'équipe qui évoque les futurs possibles entraîneurs à l'Olympique de Marseille. La possible rotation aussi qu'il y aura au niveau de l'effectif. Donc voilà, un beau programme et surtout, on va parler aussi de ce match contre Lens pour la 31e journée de Ligue 1. Donc voilà, un beau programme pour cette émission en perspective. Je vois que vous êtes encore très nombreux ce matin, ça fait très plaisir de vous voir toujours aussi fidèle à cette émission, à ce rendez-vous. Donc voilà, je vois Steph OM86 qui est présent, Jeb Tom qui est également ici, OM Pacifique, A793. Je vois que vous êtes, voilà, comme j'ai dit, vous êtes assez nombreux. Batozei 27 qui est là aussi. Anthony Dumorbian qui nous salue également. Et Eliast05 qui aussi nous dit un petit bonjour, donc je te salue également. Don Pablo 59 qui, bien sûr, commente également cette émission. Donc voilà, je vois que vous êtes encore très nombreux, donc on va pouvoir parler un peu de tout cela. Alors dites-moi quel sujet. Alors je vois direct que Charlie Goyard aussi un grand fidèle que je salue, qui me demande Fonseca serait une vraie bonne idée, mais je n'y crois pas trop. On va aller directement dans le vif du sujet. Donc voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, le journal L'équipe a fait une une en parlant notamment de l'effectif sur les possibles départs qu'il y aura cet été. Et sur l'entraîneur, on sait que Jean-Louis Gasset devrait logiquement quitter le club à la fin de la saison. Et donc, il faudra forcément trouver un nouveau coach pour la saison prochaine. Le journal Équipe a cité plusieurs noms, dont Paolo Fonseca, qui serait donc la piste numéro 1 de la direction marseillaise. Il y aurait également Franck Hez et Sergio Conceição. Donc Franck Hez, qui lui était en fin de contrat en 2027 avec Lens, lui serait pas contre l'idée de rejoindre un club un peu plus ambitieux en Ligue 1. Conceição donc lui qui devait être initialement en fin de contrat cet été a été prolongé, mais c'est une prolongation qui est surtout liée à la présidence pour contrer un peu la candidature d'André Villas-Boas. Donc c'est en cas d'offre plus intéressante, l'ancien coach de Nantes serait sur le départ et serait tenté donc par une nouvelle aventure. Donc il y a ces noms, il y a également les noms d'Habib Bey, je vois de Django 9302 qui nous dit Habib Bey. Qu'est-ce que j'en pense? Qui a été également cité, qui serait scruté, lui d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission l'After sur RMC, qui a notamment invité l'ancien Marseillais sur son plateau. Et ce dernier a déclaré que entraîner l'OM, aucun entraîneur en tout cas ne refuserait l'OM. Donc lui, je pense que ça serait un projet qui l'intéresserait. Alors à voir l'effectif qu'il aura à sa disposition. Je fais un rapide tour et voilà, je vous donne mon avis un peu sur chaque coach. Donc voilà, il y a Habib Bey aussi qui a été cité, il y a Thiago Motta, mais lui semble se rapprocher de la Juventus Turin, surtout qu'il fait une très très bonne saison avec Bologne, ils sont quatrième de Serie A. Il se dirige logiquement vers une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc là-dessus, je pense que c'est un dossier qui s'annonce compliqué. Et surtout, comme le dit Pégastress, il y a Galtier qui lui ne fait plus partie de la liste. Alors l'équipe apprend qu'après la démission de Marcelino, l'ancien coach du PSG aurait été proche de rejoindre la cité phocéenne pour diriger l'équipe. Sauf que voilà, c'est un dossier qui a pris du plomb dans l'aile et aujourd'hui, je pense que c'est un entraîneur qui n'est plus d'actualité, dont les rumeurs ne sont plus d'actualité. Donc je pense que Galtier, il ne faudra pas compter dessus, mais on va revenir un peu sur la, la, justement le profil de Paulo Fonseca, qui est un très bon entraîneur, qui fait du très très bon boulot depuis 2 saisons à Lille, qui a son style de jeu. Alors c'est pas le style le plus flamboyant, c'est pas une équipe
qui va constamment attaquer pendant 90 minutes. Je pense que c'est par exemple le style Tudor qu'on a eu ou le style Bielsa. Mais comme je l'ai dit, c'est un entraîneur qui a des idées, qui a su faire progresser certains joueurs, comme Zegrova par exemple, qui est arrivé en provenance de Bâle pour un petit montant, et qui aujourd'hui est un des joueurs les plus importants du LOSC et qui a participé à cette belle saison qui est en train de réaliser Lille. Donc c'est un joueur aussi qui est capable de faire progresser des jeunes. Et c'est ce qu'il faut aussi à Marseille. On sait qu'on a pas mal de jeunes joueurs dans cet effectif. Et notamment, je pense par exemple à Iliman Ndiaye qui cette saison, pour une première année en tout cas, montre un bon potentiel, mais a beaucoup de difficultés à se montrer. On voit encore son occasion contre Nice ou en face à face. Malheureusement, ça doit terminer, heureusement ou pas, ça doit terminer au fond et malheureusement, justement, il loupe cette occasion. Donc je pense que ça serait un bon profil pour l'Olympique de Marseille. A7 pardon, 93 qui nous dit Paulo Fonseca c'est poursuivre à Lille en Ligue des Champions ou partir en Angleterre pour décupler son salaire. Et justement, pour essayer de l'attirer, l'équipe informe que l'OM serait prêt à doubler, à lui offrir le double de ce qu'il touche actuellement à Lille. Donc c'est un salaire qui est aux environs de 220 000 euros bruts mensuels. Donc voilà, va falloir tout faire pour essayer de l'attirer parce que comme vous le dites, logiquement il devrait être qualifié en Ligue des Champions j'ai un message de Sim que je salue. Repose-toi bien et merci pour ton soutien. Et justement, je pense qu'il va peut-être privilégier soit le fait de rester à Lille, qui disputera la Ligue des Champions, sauf catastrophe la saison prochaine, ou comme tu le dis à 7,93, un projet en Première Ligue. Luciano 13015, Paulo Fonseca parle français. Oui, il parle français si je ne me trompe pas. Je crois qu'il parle français si je me trompe, oui, parce que ses conférences de presse sont en français. Donc, ouais, ça reste un portugais. Donc, je pense que sa langue natale reste le portugais, mais c'est un entraîneur qui est capable de s'exprimer en français. Alors, MB Soltana qui nous dit Habib Bey, je signe perso. Fonseca, c'est impossible s'il est en LDC avec Lille. Et pourquoi faire ne pas jouer l'Europe? Bey est la voix de la raison. Alors, la voix de la raison, je sais pas, mais c'est un profil en tout cas qui est lui aussi intéressant. Alors là, contrairement à Fonseca, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé le Restart cette saison en national. Le Restart, d'ailleurs, qui est assuré de monter en Ligue 2 la saison prochaine, qui a 10 points d'avance sur Niort à 4 journées de la fin. Donc la montée est assurée, pardon. Et alors j'aime beaucoup son discours en tant qu'entraîneur. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas assez vu jouer le Restart cette saison pour avoir un avis tranché sur son style de jeu. Mais en tout cas, voilà, son discours, c'est quelque chose qui me plaît. Si je me trompe pas, c'est un entraîneur qui demande beaucoup d'intensité à ses joueurs à la récupération du ballon. Donc ça peut-être aller avec parce que les valeurs de l'Olympique de Marseille. Et justement, je pense que lui aussi a cet avantage de connaître le club, vu qu'il a évolué en tant que latéral droit de 2003 à 2007. Je crois que si j'avais regardé, il a 174 matchs, pardon, sous le maillot de l'OM. Donc c'est un joueur qui connaît le contexte marseillais. C'est toujours un avantage, surtout pour un jeune coach. Donc écoutez, je pense que ça peut être un profil intéressant. Après, il est scruté par d'autres clubs en Ligue 1. Lyon et Brest sont venus au renseignement. Lui a prévu de voir son président pour un peu discuter de son avenir. Donc je pense que c'est pas la solution numéro un, on va dire. Donc à voir ce que cette piste peut donner. Mais je pense que lui serait intéressé. Je pense qu'il a aussi des ambitions un peu plus hautes que le Restart. Donc justement, il y a Aubagne et Nyang qui nous dit le Restart joue très bien avec des joueurs en bois. Alors, des joueurs en bois, on va essayer d'être un peu plus respectueux envers les joueurs du Restart. Mais si tu me dis qu'il joue très bien, voilà, comme je disais, je pense que c'est aussi un entraîneur qui a ses principes de jeu, qui a une idée sur le style de jeu qu'il veut apporter à son équipe. Donc c'est ce qui nous a manqué un peu cette saison. On a eu, que ce soit Gattuso ou Marcelino. Alors Marcelino, lui, avait son style de jeu, son 4-4-2 qui n'a pas marché du tout. Mais que ce soit
que ce soit Gattuso notamment, qui n'a pas eu, justement, qui a pas réussi à installer sa patte, ou Jean-Luc Gasset, lui, qui fait un peu avec les blessures, qui fait un peu avec l'effectif qu'il a à disposition. On n'a pas vraiment une patte cette année sur l'Olympique de Marseille, contrairement aux années précédentes où on voyait Sampaoli qui avait, alors que ça plaise ou pas, mais qui avait son style de jeu, Tudor aussi. Et cette année, on a un peu du mal à avoir une identité pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ça peut être un profil intéressant. Alors, il y a Nico Amscastres qui nous dit il y a Bale Marseillais et Bale commentateur, c'est différent, il préfère l'OM au PSG. Alors, j'ai eu ce débat, je ne vous cache rien, j'ai eu ce débat tout à l'heure avec Benoît, on était assez d'accord. Benoît, que je salue, qui s'occupe des réseaux sociaux et qui fait du très bon boulot. Et justement, on parlait de ça et de toute façon, en tant que commentateur, il est obligé d'aller dans le sens des équipes françaises. Et pour Canal+, lui qui commente souvent la Ligue des Champions, il commente souvent le Paris Saint-Germain. Je pense pas, il a répété hier aussi dans l'after, il supporte, je pense qu'au fond de lui, voilà, il est toujours supporter marseillais, mais son travail lui exige aussi de supporter les autres clubs français. Donc j'ai pas de mal à ce qu'ils disent du bien du Paris Saint-Germain, c'est malheureusement son travail. Et je pense que c'est quelqu'un surtout qui essaye d'être le plus objectif possible, qui essaye de cacher le fait qu'il soit supporter de l'OM et justement du coup que en tant que joueur il a souvent eu des classicos à disputer et donc voilà, je pense que c'est une personne qui essaye d'être le plus objectif possible et donc forcément il est amené, si le Paris Saint-Germain joue bien, à dire du bien de cette équipe. Alors, écoute, on va essayer de voir. Nem37 qui nous dit mais Bay a dit qu'il visait plus haut, qu'il voulait une équipe pour monter directement en Ligue 1 de l'année prochaine. Sinon, il regarderait ses opportunités ailleurs. Alors, justement, il a expliqué aussi, je reprends cette interview qu'il a donnée dans l'after, qu'il ne comptait pas quitter le Red Star pour un autre club de Ligue 2. Donc, je pense que son objectif, c'est soit de rester au Red Star et peut-être de viser une montée en Ligue 1, soit justement de passer directement à un club de Ligue 1, un club un peu plus huppé. Surtout que, bon, à voir à quelle place terminera Lyon la saison prochaine, mais en fonction de s'ils gagnent la Coupe de France ou pas, ils pourront peut-être disputer une Coupe d'Europe. Brest, logiquement, comme Lille, devrait aussi disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors, dans quel stade, ça reste à déterminer, mais c'est une équipe qui va disputer la C1 la saison prochaine. Donc, ça sera des projets peut-être plus intéressants sur l'OM. À voir aussi si l'OM dispute la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et pour l'instant, je pense que voilà, beaucoup de clubs surveillent de près sa situation et voir et à voir s'il est capable de passer le cap l'année prochaine. Alors, quel est le budget de Brest? Alors, très bonne question, je t'avoue, j'ai pas regardé, à voir. Mais avec peut-être, comme je disais, la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, leur budget risque de considérablement augmenter. Alors, à voir si ça peut faire comme Lens cette saison, qui, malgré une qualif en C1 cette saison, n'a pas réussi à répondre aux attentes. Il y a eu le départ de bons joueurs, que ce soit Openda, Fofana, des joueurs très importants de l'effectif. À voir si Brest aussi va subir le même problème, on va dire, avec le départ de nombreux joueurs cadres. Donc ça, c'est une question qui viendra cet été. On va parler aussi un peu on a assez parlé des entraîneurs, on va aussi parler un peu de l'effectif. Pareil, le journal L'équipe a fait un point sur l'effectif marseillais avec les possibles départs, alors pas arrivés encore parce que c'est pas encore, ils n'ont pas encore déterminé les pistes, mais en tout cas ils ont fait un tour d'horizon sur les joueurs marseillais. Alors ça a été divisé en 4 catégories. On va commencer par, ils vont partir. 3 joueurs sont assurés, mais c'est pas une surprise de quitter l'OM la saison prochaine. Pape Gueye qui lui est en fin de contrat cet été, donc lui ne va pas rester à l'Olympique de Marseille après 4 ans passés. C'est un départ que je ne vais pas forcément regretter, que je ne vais pas regretter parce que ça reste un bon joueur de rotation, mais je pense qu'il n'a jamais réussi à s'imposer en tant que titulaire indiscutable à l'Olympique de Marseille. Donc lui, c'est pas un joueur dont je vais regretter le départ. Alors juste, je coupe 2 secondes, il y a Matt 221 qui me demande à quelle heure est la conférence de presse. Elle est à 14h.
en présence de Samuel Gigot et Jean-Louis Gasset. Donc 14h. Jade sera bien évidemment présente pour couvrir cette conférence de presse pour le Phocéen. Vous aurez toutes les informations, le résumé de cette conférence de presse sur le site du Phocéen. Donc voilà, c'est 14h le rendez-vous pour suivre la conférence de presse sur le Twitch officiel de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, je repars sur l'effectif. Donc Case est assuré de partir. Tout comme Jean Onana, dont le prêt ne sera pas prolongé, ou l'option d'achat ne sera en tout cas pas levée. Je crois qu'elle est estimée à 4 millions d'euros. Alors elle devenait obligatoire en fonction du nombre de minutes disputées. Je crois que s'il disputait 50% des minutes, son option du coup devait être levée, ce qui n'est pas le cas pour cette deuxième partie de saison. Donc je pense que ça devrait partir. C'est un joueur qui devrait partir l'été prochain. Tout comme Joaquin Correa, où je pense que là-dessus, ça ne sera pas un grand regret son départ, tant la faiblesse de ses prestations. Mais alors, à voir si l'OM se qualifie en Ligue des Champions la saison prochaine. Je ne sais pas si par contre cette clause dans l'option d'achat prévoit la victoire de l'Europa League, donc qui engendrerait une qualification directe pour la Ligue des Champions. Je ne sais pas si ça compte dans cette option d'achat. Je vois Luciano 13015 qui nous dit Correa va partir, quel dommage. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est pas le joueur qu'on va le plus regretter, on va dire, pour rester poli, à l'Olympique de Marseille. Il y a une autre catégorie, il devrait partir. Alors là, il y a beaucoup de joueurs qui sont concernés. On me demandait justement, Nico Amskas me demandait, Mbemba, tu le vends ou tu le laisses libre en 2025? Justement, Chancel Mbemba fait partie de cette catégorie. Moi, je pense que c'est un joueur que je garderai, par contre, parce que c'est un des rares joueurs Ligue des Champions, on va dire, de cet effectif. Et donc, je pense que je garderai ce Chancel Mbemba alors malgré un début de saison un peu moins performant, un peu moins bien depuis novembre, et un niveau stratosphérique, je vais y arriver. Donc c'est un joueur que je conserverai bien évidemment. Il y a aussi les questions de Kondogbia et Klose. Klose, lui, était en fin de contrat en 2025. Donc je pense que, comme tu dis, Cantinou F, il faut prolonger Chancel. Moi, je suis totalement d'accord avec ton avis. Je pense que c'est un joueur qu'il faut absolument garder. Alors, à voir aussi ce qu'on propose à l'Olympique de Marseille. Si, par exemple, je dis une bêtise, une offre de 40 millions arrive sur la table, forcément, ça va faire réfléchir. Mais si l'OM, si la direction a l'occasion de prolonger Mbemba, je pense qu'il faut sauter sur l'occasion. Klose, j'en parlais. Klose, c'est un joueur aussi qui est en fin de contrat en juin 2025. On a connu un peu les problématiques qu'il y a eu autour de son cas cet hiver, avec un possible départ dans les derniers jours, même dans les dernières heures du mercato hivernal. Je pense qu'aussi cet été, pardon, je pense qu'on se dirige vers un départ de Klose, lui qui fait tout absolument pour disputer l'Euro avec l'équipe de France. Je pense un peu c'est la chance de sa vie. Mais je pense qu'on connaît aussi les différentes déclarations qu'il y a eu autour de lui, de la part notamment de Mehdi Menassia, le conseiller sportif de Pablo Longoria, qui a remis en question un peu son investissement aux entraînements et son comportement. Donc justement, il y a Laco, je ne vais pas dire ton pseudo, mais qui dit je prolonge, Cloche, je prolonge et le garde. Je comprends aussi, ça reste un joueur international qui sur certains matchs, on l'a vu sur son but contre Nice, est capable de gestes très intéressants. Donc je comprends aussi cet avis, mais je pense que avec les déclarations qu'il y a eu cet hiver de la part de Mehdi Benassia, comme je l'expliquais, je pense que son aventure à l'OM risque de se terminer cet été. Donc c'est un joueur que je serais prêt à vendre, on va dire. Donc voilà. Et après, il y a le cas de Geoffrey Kondogbia aussi, qui est arrivé l'été dernier. Alors lui, pareil, de toute façon, l'équipe expliquait qu'en cas de
de non-qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine, l'OM devra réduire sa masse salariale de 30%. Donc forcément, certains joueurs de l'effectif qui ont les plus gros salaires devront partir. Et c'est le cas de Geoffrey Kondogbia qui a montré, alors sur certains matchs très intéressants, j'ai beaucoup aimé sa prestation contre le Benfica, mais qui a montré aussi par certains moments peut-être qu'il était sur une pente descendante. Il a beaucoup été gêné par des pépins physiques. Alors, pour sa défense, pendant la période de Cannes où justement c'est Gennaro Gattuso qui a dû faire avec un effectif assez restreint, a dû tirer sur certains joueurs. Et c'est le cas de Kondogbia qui a sûrement dû jouer blessé. Donc il y a aussi ce facteur à prendre en compte. Mais alors du coup, comme vous le dites dans le chat, moi par contre je serais prêt à garder Kondogbia. Je pense que c'est un joueur qui est prêt, qui est expérimenté, qui sur certains gros matchs peut faire la différence. Donc après je vois que vous êtes aussi pas mal, notamment Reynald qui me dit qu'Ondo peut partir, pas de regret. C'est aussi un avis qui se défend. Je pense qu'il n'a pas convaincu cette année. Pourtant, j'étais très content de son arrivée dans un secteur de jeu où bah, peut-être c'était pas le secteur où il fallait recruter en priorité, mais c'est un joueur qui est arrivé très rapidement en juin, donc il a eu le temps de faire toute la préparation. Et Aubameyang qui dit Kondo en rotation. Alors là, je suis assez d'accord. Je le garderai, c'est peut-être pas pour l'installer en tant que titulaire indiscutable, mais dans l'effectif, un profil comme celui-ci peut toujours servir et, euh, et justement, on peut recruter peut-être un jeune à plus gros potentiel. Alors, à voir aussi les fonds qui seront à disposition de Pablo Longoria cet été. Mais c'est un joueur que je conserverai dans l'effectif. Il y a aussi le cas de Jordan Verretou, lui aussi, qui est parmi les plus gros salaires du club, qui, comme il avait révélé dans son entretien, a retrouvé sur le Phocéen qui lui aussi en fin de contrat en 2025, mais il a une option qui se déclenchera en fonction du nombre de matchs disputés, donc la saison, je pense que du coup c'est la saison prochaine. Donc lui aussi est enclin à rester à l'Olympique de Marseille pour au moins 2 saisons. Par contre, je pense que Verretou c'est un joueur que je conserverai. On voit tout le bien aussi. Après, tout dépend, comme je le disais pour Mbamba, tout dépend ce qui arrive sur la table. Si pareil 30 millions arrivent sur la table pour Verretou, je pense que je serais prêt à m'en séparer. Mais en Missa, je pense que c'est un joueur qu'il faut conserver. C'est un joueur, c'est un des plus performants cette saison, un des plus réguliers. Donc je pense que ça serait intéressant de le garder. Très bon commentaire de XXU91 qui me demande à ma vie on garde ou pas. Alors clairement pas. Si on peut le vendre, alors en plus si je me trompe pas, je crois qu'il est en fin de contrat jusqu'en 2025. Donc là, il n'a pas joué la moindre minute, si je me trompe pas, avec Brest cette saison en Ligue 1. Donc vraisemblablement, il devrait retourner à l'Olympique de Marseille cet été et il lui restera pendant encore un an de contrat. Donc c'est un dossier aussi qu'il va falloir gérer. Alors je vois, vous êtes pas mal à me questionner sur notamment Ozam qui veut me faire parler du sujet Longoria vs Tessier. C'est un sujet important, je suis d'accord. Mais alors, faut voir aussi du côté du Forçat, on n'a pas forcément d'infos sur ce dossier. Alors, pour mettre dans le contexte s'ils ne sont pas au courant, Longoria aurait exprimé le fait qu'il ne soit pas, qu'il ait beaucoup de mal entre guillemets à travailler avec Stéphane Tessier, qui lui de son côté se serait rapproché beaucoup des clubs de supporters, notamment des South Winners. Donc c'est quelque chose qui est sorti ce matin dans l'équipe. À voir, voilà. J'ai pas assez d'informations pour clairement vous donner mon avis là-dessus. Je pense que le plus important, c'est que les deux personnes veulent le bien de l'Olympique de Marseille. Et si malheureusement ils n'arrivaient plus à s'entendre et que ça a des conséquences sur le club, peut-être à voir de qui il faudrait se séparer. Mais voilà, comme je vous dis, pour l'instant, j'ai pas assez d'informations sur ce sujet pour avoir un avis assez tranché. Voilà, on va repartir un peu sur l'effectif.
Justement, je réponds à Don Pablo qui nous dit on se mouille jamais quand il s'agit de sujets épineux. C'est dingue ça. Comme j'ai dit, c'est des sujets, comme tu dis, c'est des sujets assez épineux et il faut avoir toutes les informations pour en parler. Et comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit actuellement, j'ai pas tout le contexte nécessaire pour avoir un avis tranché. Donc, voilà, je veux pas dire des propos qui ne seraient pas venus sans avoir toutes les informations. Donc, par prudence, on va dire. Et je préfère rester, ne pas trop m'exprimer pardon, sur ce sujet. Donc voilà, au moins, je suis clair avec vous et vous savez tout. Léo Ballardi, lui aussi, s'est vu proposer une prolongation de contrat pour 2 ans avec une augmentation de salaire. Alors lui aussi, à voir. Je pense que cette année, on serait tous d'accord pour le conserver. Moi aussi. C'est un joueur qui fait une saison remarquable après tout ce qu'il a vécu sous le maillot phocéen. C'est un des meilleurs joueurs cette saison, les plus réguliers, pareil comme Jordan Verretou, qui depuis quelques mois en plus, je trouve, est monté en puissance, propose des prestations très très abouties. Donc c'est un joueur que je conserverai, mais après, si l'OM ne dispute pas de compétition européenne la saison prochaine, ça va être très très compliqué de le garder. Déjà, cet hiver, pardon, Naples voulait le recruter, tout comme l'Atlético Madrid. Ces deux clubs, alors Naples, ça m'étonnerait parce qu'ils sont un peu largués en championnat, mais l'Atlético Madrid, qui logiquement devrait terminer dans les 4 premiers du championnat espagnol, ils sont quatrième. Alors, ils ont que 3 points d'avance sur l'Athletic Bilbao à 6 journées ou 6 ou 7 journées de la fin. Mais, euh, mais justement, c'est un joueur qui va être très très difficile à conserver. Et je pense que s'il offre une très belle offre aussi qui tombe sur la table, ça va être dur de le retenir. Mais en tout cas, c'est un joueur que je conserverai. Je vais un peu avancer parce que je vois qu'il est déjà en 11h27. Certains joueurs, par exemple, sont assurés de rester. C'est le cas de Ruben Blanco, Faris Mumbagna, Quentin Merlin. Justement, l'équipe expliquait que l'OM voulait construire sur des jeunes joueurs, notamment Quentin Merlin, qui connaît des débuts un peu difficiles à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, il faut lui laisser le temps de s'adapter à son nouveau club, un nouveau contexte aussi, parce qu'il évolue à Nantes, pardon, où justement le contexte est un peu différent, où il y a peut-être moins de pression qu'à Marseille. Et donc, à voir ce que ça peut donner la saison prochaine, mais c'est un joueur sur lequel l'OM veut compter. Tout comme Mumbagna, qui lui aussi est arrivé cet hiver, qui aussi montre des choses parfois intéressantes, parfois un peu moins, mais qui aussi devrait rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. C'est aussi le cas de d'Amir Murillo, qui est une des belles surprises cette saison, recruté en provenance d'Anderlecht pour un faible montant et qui montre que c'est un joueur très 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 polyvalent et qui apporte beaucoup. On l'a vu contre Benfica où il a fait une très très belle entrée, je trouve. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc voilà. Et il y a certains joueurs qui devraient rester, pardon. Bon, rien n'est sûr, mais c'est des suppositions, notamment de la part du quotidien sportif, qui expliquent que Iliman Ndiaye et Amin Harit sont dans les plans de l'OM pour la saison prochaine. Donc c'est des joueurs qu'on devrait revoir à Marseille l'an prochain. C'est également le cas d'Aubameyang aussi qui est arrivé libre l'été dernier, pardon, qui réalise une très 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 bonne saison après des débuts compliqués. Je me souviens, je me suis un peu fait l'historique, qui a connu 2 premiers mois, on va dire, assez compliqués où il a dû attendre la huitième journée de Ligue 1, pardon, contre Havre pour marquer son premier but en Ligue 1. Mais depuis quelques mois, depuis notamment le retour de la trêve hivernal, il est sur un très 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 bon rythme, donc c'est un joueur aussi qu'on devrait garder. Euh, alors que justement Matt de 221 qui nous dit si on laisse partir nos meilleurs joueurs, Ballardi, Mbemba, Verretou, Klose et pourquoi pas Oba, pour des questions financières, où est l'ambition du club? C'est ça le problème, c'est que je suis d'accord avec toi, on reproche assez à Pablo Longoria notamment d'avoir réalisé beaucoup de mouvements tant dans le sens des arrivées que des départs à chaque mercato. Et si cet été on se sépare encore d'une dizaine de joueurs, ça va être difficile de retrouver un nouvel équilibre, des nouveaux automatismes. Surtout que, comme on l'a expliqué en début d'émission, il y aura forcément aussi un nouvel entraîneur qui peut-être arrivera avec ses idées.
Et donc il faudrait qu'il ait au moins une base de joueurs intéressante. Arsène Larsen qui nous dit qu'il faudra relativiser le niveau de Balerdi. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Moi aussi, je trouve qu'il fait une bonne saison, mais c'est le meilleur joueur d'une équipe qui est 9e de son championnat. Alors, ça, c'est sûr, on est peut-être un peu trop impressionné par ses performances. Mais justement, si l'OM, s'il n'était pas là, je pense que l'OM serait bien plus bas au classement. Et, euh, et on est aussi en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc, c'est en partie grâce à lui. Genre, je dis pas que c'est tout. L'OM doit tout à Balerdi. Mais en tout cas, sur les dernières sorties, c'est un des meilleurs joueurs de cet effectif. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. On a parlé d'Aubameyang, de Garcia et Gigot s'ils devraient rester. Alors Gigot, je suis un peu plus mitigé sur son cas. Je sais que par exemple Romain Herring l'aime beaucoup. Moi, je suis un peu plus mitigé. C'est un bon joueur de devoir, mais qui sur le terrain commet trop d'erreurs. Notamment, je me souviens encore de son carton jaune reçu contre Benfica. Il sait qu'en cas d'avertissement, il sera suspendu pour la demi-finale aller. Il prend un carton jaune très bête. Alors déjà, il doit en prendre un en première mi-temps sur un tacle. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur Rafa Silva, sur une contre-attaque où il met un peu trop d'intensité. Il est un peu en retard sur son geste. Heureusement, l'arbitre ne le sanctionne pas. Mais je crois que c'est en deuxième période, sur une touche, il vient se prendre la tête avec un joueur de Benfica, ce qui lui vaut un carton jaune. Ça reste un joueur on sent qui aime le club. Il a souvent répété en conférence de presse. Mais aussi, c'est un joueur qui commet trop d'erreurs. Et je serais prêt à m'en séparer pour peut-être trouver un défenseur central un peu plus, euh, pas réfléchi, mais qui soit un peu plus, qui déjà a une meilleure marge de progression et qui serait peut-être plus intéressant. Je vois que vous êtes beaucoup à me parler. Alors, je vais reprendre un commentaire qui voulait me parler de l'arbitrage rapidement. Arsène Larsen, justement, qui me dit Loïc, en ce moment, le niveau général de l'arbitrage en France fait beaucoup parler. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah ben écoute, alors, je vais parler surtout de l'arbitrage français. Alors, j'ai regardé aussi quelques matchs de Première Ligue où j'ai vu quelques erreurs, notamment, je crois que c'est le match Liverpool-Manchester City où, en fin de rencontre, il y a un penalty pour Liverpool qui n'a pas été sifflé et qui aurait pu permettre à Liverpool justement de l'emporter dans les derniers instants. Alors, il y en a pardon, je me coupe. Il y a Keops qui me dit tu vends Gigot? Bah écoute, moi je le vendrai. Je vois que c'est un joueur qui n'a pas forcément progressé depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Euh, c'est pas un joueur. Alors, comme j'ai dit, c'est un très bon joueur de devoir, mais qui commet trop d'erreurs. Je me souviens encore de son penalty où il tacle bêtement, on va dire, dans la surface de réparation, alors qu'il y a pas forcément besoin justement d'intervenir sur David. Alors je vois que vous êtes beaucoup aussi à aimer Gigot. Alors comme je dis, c'est pas un joueur que je vais dire que je déteste, mais j'aime beaucoup sa mentalité. Hein. C'est un très bon joueur qui, euh, qui justement donne beaucoup pour le club, mais juste, j'ai beaucoup de mal avec ses dernières prestations. Alors, je vois peut-être en tant que remplaçant, je serais peut-être plus d'accord pour le reléguer sur le banc dans une rotation de 3-4 défenseurs centraux. Ça serait un joueur intéressant, surtout qu'il y aura aussi Bamomité qui va rester lui aussi, j'ai oublié d'en parler. Bamomité qui est blessé depuis mars, si je ne me trompe pas, qui a été victime d'un tacle. Je crois que c'est Luis Enrique. Pour le pauvre, il est pour rien. Malheureusement, c'est le lot du football. Mais qui sera donc absent jusqu'à la fin de saison, mais qui aussi a montré des premiers pas intéressants et que je conserverai. Donc il y a aussi ça. Donc je repars sur sur les arbitrages. Je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs. Alors avant, il y avait l'excuse, il n'y avait pas la VAR. Donc ils n'avaient pas forcément les résultats, les ralentis nécessaires pour justement revoir une action. Mais là, il n'y a plus d'excuses je crois que c'est depuis 2018 qu'il y a la VAR. J'ai l'impression qu'il y a encore plus d'erreurs qu'avant, ce qui me semble assez fou, justement, vu les moyens technologiques qui sont à leur disposition. Et quand je vois encore le match de mercredi contre Nice, où il y a
il y a ce double carton jaune. Alors le premier carton jaune pour Mabagnon, je trouve qu'il est totalement mérité. Il est en retard, il laisse le pied traîner. Il y a une semelle qui est évitable et qui lui vaut un carton jaune. Donc celui-là, j'ai pas de problème avec ce premier avertissement. Mais le deuxième est très 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 sévère. Ou alors, bien sûr, ça part d'un mauvais contrôle. Mais il va pour justement. Alors il est un peu en retard sur l'action, il percute Rosario. Mais déjà, Rosario, on fait des caisses, il reste au moins 10 minutes par terre. Je pense aussi que c'est pour justement inciter l'arbitre à lui sortir le deuxième carton jaune. Mais il n'y a clairement pas carton rouge sur cette situation. Et ça a des conséquences sur le match, vu que l'OM va évoluer à 10 durant toute la deuxième période. Et il y a aussi le penalty qui est accordé à l'OM, cette fois-ci, pour une fois que ça va dans le sens des Marseillais, qui est aussi très généreux. On voit sur l'action où, justement, Mohamed Ali Chou, en dégageant le ballon, va toucher Balerdi du pied, mais c'est sur la fin du geste, c'est pas du tout volontaire. Donc, je pense qu'aussi le penalty est très très généreux. Donc voilà, il y a deux décisions qui sont. Alors, il y a simulation. Alors, je sais pas s'il y a simulation de Rosario, c'est ce que me demande Pitou 13, mais en tout cas, il y a clairement pas deuxième jaune sur cette action. Alors, comme disait Romain, je crois que c'est peut-être Romain Canuti qui expliquait, si tu considères qu'il y a faute et que tu penses qu'il y a jaune, sois un peu plus pédagogue, avertis le joueur, dis-lui, par exemple, tu peux dire à Mumbagna, écoute, c'est la dernière fois, la prochaine faute, ça sera carton jaune, deuxième carton jaune et carton rouge. Mais le sanctionner d'un deuxième carton jaune sur cette faute, je trouve ça très 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 sévère et beaucoup ont partagé cet avis. Donc voilà, justement, en plus, pour reprendre un commentaire de Laura Dex qui me dit Pinière est suspendu à cause du péno, pas pour le jaune de Fares. Alors, je suis pas sûr parce que c'est Eric Borghini, si je me trompe pas, qui fait partie des hautes instances de l'arbitrage français, qui expliquait justement que c'est Anthony Gauthier, le patron de l'arbitrage français, qui l'a contacté, qui lui a expliqué qu'il y avait deux fautes manifestes. Donc je pense qu'il parle du penalty du carton rouge de Mumbagna. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai vu un commentaire, mais voilà. Donc, Monsieur Pignard a été sanctionné et ne sera pas, a été écarté de l'arbitrage, c'est-à-dire sur le faussin, bien évidemment, qui a été écarté de l'arbitrage pour la 31e journée de Ligue 1. Lui qui devait officier pour la rencontre entre Rennes et Brest. Mais voilà, pour recentrer un peu le débat sur l'arbitrage, je pense que c'est vraiment une question de niveau, vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs cette saison, le nombre d'erreurs. Et je parle pas forcément que pour l'Olympique de Marseille, hein, mais c'est sur chaque match, il y a des erreurs manifestes. Je me souviens du match de Coupe de France entre Lyon et Valenciennes où Valenciennes doit avoir un penalty. Il y a aussi un penalty qui est sifflé contre les nordistes, injustement de la part de Stéphanie Frappard. Pardon. Voilà, il y a beaucoup, chaque week-end, il y a toujours des scandales. Et il faut rapidement régler la situation parce que j'ai l'impression en plus qu'il y a de plus en plus de frustration dans la part des clubs, ce qui est tout à fait normal, tant les enjeux financiers sont importants. Donc c'est un problème qu'il faut rapidement régler et, euh, et pour éviter que la situation se dégrade de plus en plus. Il est 11h38, j'ai fait une grosse partie sur l'effectif, sur l'entraîneur. On va parler bien sûr rapidement de ce match entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens pour le compte de la 31e journée ce dimanche à 20h45. Comme vous avez l'habitude, vous aurez le dispositif habituel. Donc rendez-vous à 19h45, une heure avant le coup d'envoi pour l'avant-match. Avec, j'ai le plateau si vous voulez d'ailleurs, si je peux vous le donner en exclusivité. Je vais vous dire ça rapidement. Donc Slim sera à la présentation avec Idriss, avec Bilal et Stéphane qui seront bien évidemment présents. Avec aussi Jarnik qui sera, alors lui, pas sur le plateau, il sera en visio, mais il sera là pour évoquer cet avant-match. Il y aura également aussi Romain Canuti en visio du stade et aussi le Benoît qui sera aussi dans la rotation, qui donnera son avis, je pense, à la mi-temps, pour évoquer cette rencontre alors on parle aussi beaucoup de dernière chance. Je pense que pour ce match,
Bah justement, Arsène Larsen qui me demande est-ce que je fais tourner. Oui, je fais tourner parce que si l'OM avait battu Nice mercredi dernier, je l'aurais peut-être mis la grosse équipe entre guillemets. Mais je pense que voilà, à 4 journées de la fin, je pense qu'il faut oublier la Ligue 1. C'est mon point de vue. Alors je comprends que certains y croient encore. Il faut rester optimiste, mais je pense qu'il y a trop de déceptions et surtout, comme j'ai dit, il y a une demi-finale de Coupe d'Europe à jouer jeudi prochain, le 2 mai, à l'Orange Vélodrome, face à l'Atalanta, qui est une équipe qui sera très très difficile à bouger. C'est une équipe qui, depuis plusieurs années, a son style de jeu avec Gasperini à la tête. Et ah, j'ai Sébastien que je salue de loin. Je vais bientôt arrêter. Alors, je pense, voilà, pour être bref, je pense que je ferai tourner. Je mettrai au repos Aubameyang et Verretou, des joueurs qui ont enchaîné depuis Benfica. Donc, c'est des joueurs que je reposerai. Peut-être Balardi. Alors, Balardi, non, parce qu'en défense centrale, il n'y a plus beaucoup de solutions. Mais je ferai surtout reposer Aubameyang et Verretou. Et donc, je vous fais rapidement le 11. Donc, Lopez dans les cages, Murillo à droite, une défense centrale Balerdi Gigot, Garcia à gauche, même si je ne suis pas du tout convaincu par ses prestations. Un milieu de terrain Gay, Harit, Unai. Je fais aussi reposer Kondogbia qui, dans un match comme contre l'Atalanta, peut servir. On aura besoin justement de son expérience européenne. Et une attaque, alors Moubani est suspendu, donc je ferai une attaque, c'est pas évident. Ouais, je mettrai Luis Enrique et Ndiaye. Et alors peut-être je mettrai Aubameyang vu le peu de possibilités parce que je veux pas du tout mettre Correa, mais Aubameyang je le ferai rapidement sortir autour de la 50e, voire à l'heure de jeu. Donc voilà. Et je vois que vous êtes beaucoup à me demander mon prono. Je vois un match nul, je vois un partout. Je vois pas l'OM gagner. Comme je l'ai dit, je pense que inconsciemment les joueurs auront la tête à l'Atalanta et à cette demi-finale aller. Donc je vois un match nul entre les deux équipes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je vois un match nul entre les deux équipes. Alors, il est 11h42. C'est le temps pour moi de conclure cette émission. Avant ça, je vous rappelle rapidement les rendez-vous. 14h, pardon, conférence de presse avant justement cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et Lens pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Donc Samuel Gigot et Jean-Louis Gasset seront présents pour répondre aux questions. Bien sûr, vous retrouverez les meilleurs moments de cette conférence de presse sur le Phocéen. Avec l'intégrale, vous aurez tout le dispositif habituel. Le live text aussi à suivre dès 14h. Donc voilà, vous aurez tout. Et donc dimanche, rendez-vous à 19h45 sur le Phocéen pour l'avant-match et 4 heures de direct jusqu'à au moins 23h45 en espérant une victoire de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, vous savez tout sur les prochains rendez-vous. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon appétit et rendez-vous à 14h pour la conférence de presse. Bonne journée.